Bonjour à tous, ravi de vous retrouver après la pause estivale pour une nouvelle saison de votre émission La vie en Vosges. Et comme d'habitude, deux invités sont avec nous pour ces 26 minutes d'émission consacrée pour ce début de saison à la culture et au patrimoine. Nous allons parler de deux sites culturels touristiques, enfin plusieurs sites même culturels et touristiques incontournables dans notre département. Au sommaire donc l'amphithéâtre de Grand, 8e plus grand amphithéâtre du monde romain. Non loin de là, le village de Jeanne d'Arc, dont Rémy Lapucelle et son centre d'interprétation, sa maison natale également. Nous parlerons de tout cela avec le conservateur Thierry Dechez-Leprêtre, l'occasion aussi d'évoquer le MUDAC et ses travaux. Et à ses côtés, le directeur des Hautes Mines du Thillot, Sébastien Georges, un lieu chargé d'histoire et très prisé des touristes, encore plus quand il fait chaud, on va le voir. On rappelle que ces mines furent au niveau européen le premier lieu d'utilisation de la poudre noire. On y reviendra également. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci d'être avec nous pour la première de la saison. Un honneur de partager ce moment avec vous. Merci de votre Alors, invitation. on va parler de la rentrée. Donc, qui dit rentrée, est-ce que signe... Donc, fin des vacances, forcément. Est-ce que c'est pour vous le signe du retour au calme et de la tranquillité ou pas sur vos lieux respectifs Thierry Dechez-Leprêtre, dites-nous. L'arrière-saison est toujours très, très bonne, en particulier sur les sites de plein air, mais même à Épinal, parce que voilà, le public renoue progressivement avec la fréquentation du musée, du MUDAC. Donc, en général, voilà, non, c'est une belle arrière-saison. D'accord, donc c'est pas forcément rentrée, c'est pas forcément le calme tout de suite. On a encore de l'affluence sur les sites touristiques en tout cas. Oui, et bon, avec les Journées européennes du patrimoine aussi, Bien le sûr, 16 et 17 septembre prochain, c'est vrai, voilà, on a une saison qui se poursuit se poursuit. quasiment après jusqu'aux vacances, aux vacances de la Il y a Toussaint. tout ça. Est-ce que vous partagez ce ressenti du côté des hautes mines? Oui, moi je rejoins complètement Thierry. C'est vrai que nous, la période estivale, c'est une période d'activité très dense, très forte. Alors on y reviendra peut-être, mais entre Bien autres sûr. avec les conditions climatiques. Et le mois de septembre, c'est une phase de transition, donc plus calme au niveau de la fréquentation, on va dire, quotidienne. Mais on est déjà dans la prospective des projets qui viennent pour la fin de l'année. Effectivement, les Journées européennes du patrimoine qui se profilent, puisque là, dans une dizaine de C'est ça. jours, on y sera déjà. Donc il y a encore de quoi faire. Alors on parle beaucoup de la hausse du tourisme ces dernières années dans les Vosges. On parlerait du plus 8% cet été. Est-ce que c'est un constat que vous ressentez sur vos lieux? Est-ce qu'en effet, depuis ces dernières années, depuis le Covid, il y a eu l'effet Covid bien sûr, il y a plus de monde aux Hautes-Mines tout simplement? Oui, il y a plus de monde. Alors, c'est vrai qu'on l'a senti avec la reprise post-Covid, mais l'année dernière et surtout cette année, on a une hausse notable de la fréquentation. Pour vous donner un petit ordre d'idée, ne serait-ce que sur la période estivale, les Hautes-Mines ont accueilli 13 000 personnes, ce qui est du jamais vu. Le record était à 11 000 personnes. Ouais. Donc oui, il y a une vraie hausse d'activité. Je pense que le territoire, le massif, attire vraiment les visiteurs. Et les visiteurs, eux, sont avides de découvertes justement de patrimoine et de petites particularités. Oui. D'accord. Thierry Dechez-Leprêtre, du côté des sites du département, c'est pareil, on sent vraiment ce Alors, regain. on sent effectivement voilà, une reprise, un développement de la fréquentation, en particulier sur la saison, juillet et surtout juillet-août, et avec donc un public familial, avec un public en fait qui profite du plein air, qui profite de la qualité aussi des paysages. Donc c'est quelque chose qu'on remarque effectivement plus depuis 2 ans. D'accord, un public familial, justement, on va parler de ce public, de cette cible, mais les Hautes-Mines, c'est aussi un refuge en cas de forte chaleur, on le disait tout à l'heure. Alors, on a eu tout, parce qu'on a eu de la pluie cet été, et puis on a eu de grosses chaleurs. Finalement, c'est le bon moment pour aller aux Hautes-Mines dans les deux Je cas. pense que ça a été le secret de la réussite pour cet été. On est passé un peu d'un extrême à l'autre, très forte chaleur, des périodes de pluie assez importantes. Et c'est vrai que les gens viennent se mettre à l'abri du soleil, de la pluie, et donc ça draine quand même pas mal de monde qui recherche finalement des activités réalisables en famille. Ça, c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire que les Hautes-Mines, on accueille principalement, et sur la période Ouais. estivale d'autant plus, un public vraiment familial. C'est vraiment l'objet de nos visites. Et donc familial, alors ça vient jusqu'où? On est sur des frontaliers, région Grand Est, est-ce que ça vient de Alors tout? c'est vraiment partout, on va Ouais. dire région parisienne, nord de la France, Benelux, beaucoup. On a une grosse hausse de fréquentation des Hollandais, des Néerlandais. Ouais. Ils avaient un petit peu disparu avec le Covid. Et l'année dernière, ils commençaient à revenir et cette année, on a vraiment un retour en force des Néerlandais. Mais on a un public vraiment extrêmement varié qui vient de l'ensemble du territoire et des frontières. Oui. D'accord. Alors pour fuir la chaleur, on ne va pas à Grand en général. En général, non. Mais pour autant, l'été est toujours bon, il y a toujours du monde. C'est toujours un lieu très prisé tout de même.
Oui, voilà, c'est la qualité des paysages, comme je l'évoquais tout à Oui, l'heure. bien sûr. C'est aussi la variété, Mm. puisque entre la vallée de la Meuse, le site de Domrémy, donc avec aussi la basilique du Bois-Chenu, hein, donc ça C'est constitue un un ensemble, bien sûr. ensemble. Et puis le site de Grand aussi, son contexte forestier aussi, avec beaucoup de randonnées possibles, avec beaucoup d'itinérance. Donc tout ça, voilà, ça fait une offre très variée et qui peut également être fraîche. Alors, est-ce que du côté du MUDAC, l'été a été plus difficile? Donc, il y a les travaux en ce moment. Est-ce que on l'a ressenti justement Alors, en général, de toute façon, la Ouais, fréquentation du musée pendant les mois de juillet et août est un petit peu inférieure au mois de juin. Voilà, ça, on le constate dans beaucoup de musées. d'accord. Alors, c'est vrai qu'on avait une programmation très importante aussi pendant toute cette saison, avec cet été des visites clownesques, avec des visites guidées, avec des ateliers pour les vacances, etc. Donc, tout ceci a permis quand même de faire venir un public. Et voilà, ce sont des choses qui vont se prolonger pendant cet automne. Et donc, on va rappeler que le MUDAC fermera à la fin du mois de septembre, c'est ça? Voilà, Pour 2 ans, hein. Voilà, à partir du 2 octobre précisément, donc on aura un gros week-end de fermeture autour du dimanche, samedi-dimanche, et puis une période en fait de gratuité à partir de maintenant et donc C'est ça. jusqu'à la fin du mois. Tout le mois de septembre gratuit pour qu'on puisse profiter au maximum du musée avant sa fermeture, c'est ça l'idée? Voilà, c'est bon, c'est un dernier bouquet final pour que le public voilà, revoie les collections, pour qu'on puisse continuer à tisser des liens, montrer un petit peu aussi, préparer l'avenir, hein, c'est aussi notre objectif, en maintenant un lien avec le public qui se fera avec les réseaux sociaux, qui se fera donc avec d'autres supports, des opérations également hors les murs. C'est ça, parce que 2 ans, c'est long, et il faut réussir à garder ces visiteurs d'une manière ou d'une autre, en fait. Alors c'est vrai que pendant la période, comme beaucoup de structures, pendant la période Covid. du Covid, donc on avait mis en place tout un ensemble de propositions numériques, passant par des visites guidées, des visites virtuelles, des podcasts, etc. Donc c'est des choses qui vont se poursuivre, c'est des choses qui sont disponibles et qui nous permettront en fait d'assurer ce lien avec le public. D'accord. Un petit mot sur les travaux. Qu'est-ce qui va changer principalement, majoritairement au MUDAC? Comment on va le retrouver dans 2 ans? Alors, le parvis, l'esplanade Bien sûr. donc, qu'on vient d'évoquer, effectivement, sera l'élément qui sera visible en premier lieu, puisque les travaux vont être finis pour la première tranche à la fin de cette année. Bien sûr. Et puis, donc après, voilà, on verra progressivement d'autres travaux intervenir, en particulier sur le bâtiment lui-même, puisqu'il s'agit donc de refaire les verrières, de refaire l'étanchéité, de remplacer donc les verres par des verres à haute performance. Tout ça pour stabiliser davantage le climat à l'intérieur des salles. C'est vraiment ça l'enjeu. Et le second enjeu, tout aussi important, eh bien, c'est de moderniser les présentations hein, qui dataient de 1992 et puis avec des réflexions ponctuelles qui avaient été faites en 2014 et 2017, mais pour offrir une nouvelle expérience de visite, avoir un musée plus immersif, un musée qui se base vraiment sur le récit. Donc tout ceci, on y travaille et tout ceci, voilà, c'est l'enjeu de la réouverture. D'accord. Et alors, que fait-on de toutes les œuvres pendant les travaux du musée? Est-ce que tout peut rester au musée? Est-ce que ça va dans d'autres musées? Comment ça se passe? Alors en fait, on va alors en profiter pour travailler sur les collections, pour les restaurer, comme c'est souvent le cas. Donc beaucoup vont partir en réserve, beaucoup vont être prêtés aussi, puisque les collections du musée sont souvent prêtées au niveau national et même international. Et puis on va organiser donc tout un ensemble d'itinérances, des collections en voyage, pour permettre en fait de maintenir aussi ce lien. Ça sera pour nous une occasion de faire mieux connaître à l'extérieur le musée et ses collections. On pourra suivre encore le MUDAC pendant ces 2 ans. Alors, on va rentrer dans l'histoire des hautes mines, l'histoire de l'amphithéâtre de Don Rémy. On va parler de tout ça dans un instant. Mais juste avant, je vous propose une première petite pause. C'était il n'y a pas si longtemps au musée Pierre-Noël à Saint-Dié. Un concept original pour attirer d'autres visiteurs. On regarde ça et on en reparlera juste après. Le reportage est signé Marie-Danielle Rogovitz et Hélène Leplat. En tenue de sport et un tapis de sol sous le bras, le musée Pierre-Noël de Saint-Dié-des-Vosges accueillait récemment des visiteurs d'un nouveau style pour une séance de yoga dans la grande salle des collections du XXe siècle. Julie, professeure certifiée qui s'est aussi formée en Inde, enseigne notamment le Vini Yoga, dont le maître mot est de s'adapter à tous et en tout lieu.
J'enseigne un yoga, le Vini Yoga, donc qui s'adapte à l'élève. Donc c'est pas l'élève qui s'adapte au yoga. Et donc également, le yoga s'adapte au lieu. Et là, c'est encore plus plaisant parce qu'il y a des couleurs, de l'espace, c'est lumineux. Le yoga dans la nature aide au ressourcement, mais pourquoi pas dans un musée entouré d'œuvres pour faciliter la méditation. Et cela fait déjà 3 ans que la ville de Saint-Dié, dans le cadre de ses animations d'été, propose ces séances de yoga sur le thème de la relaxation archi-design. On pourrait penser que c'est original. En fait, il y a ça dans plusieurs musées en France. Donc, c'était pas une initiative vraiment de Saint-Dié. Mais c'est vrai que ça permet à différents types de visiteurs de finalement venir au musée, de découvrir le lieu et finalement peut-être par la suite de revenir. C'est très agréable. Je connais bien le musée, hein, je viens régulièrement. Donc, c'est un plaisir d'en faire ici, du yoga. Les œuvres présentées sont différentes à chaque fois et c'est vrai que ça faisait un moment que je n'étais pas venue, donc là je me rends compte que voilà, il faut venir régulièrement aussi au musée. Et si le yoga est une invitation au voyage intérieur, alors ces séances au musée apportent à sa pratique un supplément d'âme pour l'union du corps et de l'esprit. Alors, le yoga au fond de la mine, Thierry, est-ce que ça se tente? Sébastien. Sébastien, pardon. Est-ce que ça se tente? Oui, les espaces sont petits, donc ça permet d'éprouver la souplesse des gens. Mais ça s'est déjà fait. On a eu des petits groupes qui venaient faire de la méditation sous terre. Alors le lieu s'y prête quand même pas mal. C'est très calme, on n'est pas dérangé. Il n'y a pas de perturbations extérieures. C'est ça. Le bruit de l'eau, voilà, la quiétude du monde souterrain. Donc pourquoi pas du yoga? Pourquoi pas? Attirer un nouveau public, est-ce que ça passe aussi par ce genre d'initiative selon vous, messieurs? Thierry? Oui, tout à fait, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on essaie de multiplier les expériences, tout simplement, dans les musées, pour avoir des visites sensibles, pour avoir une autre perception de l'œuvre, pas uniquement des œuvres accrochées qu'on subit finalement, mais des œuvres qui peuvent donner lieu donc à d'autres expériences, et la méditation en fait partie, tout à fait. C'est une bonne idée. Il y a beaucoup de choses à tirer. Alors, comme elle le dit dans le reportage, c'est pas nouveau, hein, ça existe déjà dans d'autres musées, mais voilà, c'est toujours des idées pour trouver d'autres choses à développer et attirer encore un autre public. La dame le dit, on voit toujours des nouvelles collections quand on revient, donc en effet, ça change tout le temps. Alors, le public, justement, on va en parler. Qu'est-ce qu'il découvre? Qu'est-ce qu'il apprend quand il vient aux Hautes-Mines? Les premières choses qu'on découvre quand on vient aux Hautes-Mines, Sébastien? Finalement, c'est une histoire, un patrimoine que les gens ignorent. Parce que c'est vrai que quand on pense à la mine, on pense aux mines de charbon, on pense à Germinal, Zola, et généralement, les gens qui viennent chez nous viennent avec cet a priori, ces idées-là. Et on leur apprend finalement que non, la mine peut avoir une histoire plus ancienne, dans les Vosges aussi, parce qu'on ignore souvent qu'on avait des mines dans les Vosges. Et finalement, l'idée pour nous, c'est de faire marcher les visiteurs sur les pas des mineurs qui ont écrit une page importante de l'histoire du massif vosgien. Et puis ça permet de parler également du duché, du duché de Lorraine et des ducs, et de la riche histoire finalement qui s'est écrite dans notre massif. Oui. Parce qu'on a souvent tendance à l'oublier, mais les ducs de Lorraine ont un lien très important avec ces mines. Complètement, c'est le duc Charles III qui fondera, qui fera débuter l'exploitation minière en 1560 au Tillot. Oui, donc les ducs de Lorraine sont vraiment très présents dans notre histoire. Des mines de cuivre? De cuivre, voilà, des mines de cuivre, pas d'or, pas d'argent. C'est vrai qu'on pense aux mines d'argent souvent de Sainte-Marie-aux-Mines. On pense au charbon lorrain, mais nous, voilà, particularité, le cuivre. En fait, le Tillot était le grenier à cuivre du duché de Lorraine entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Elle a été exploitée de quand à quand de 1560 à 1761, donc 2 siècles d'activité. Alors pas en continu, avec des périodes plus ou moins fastes, mais sur 200 ans, l'histoire des mines s'est écrite. Oui. D'accord. Et on parle du premier lieu d'utilisation de la poudre noire? C'est ça, donc c'est alors de la poudre noire en mine pour l'extraction du minerai. On va pas voler le point de gloriole quand même à la Chine, hein. Mais effectivement, c'est dans les mines du Tillot qu'on utilisera pour la première fois en Europe la technique de la poudre noire pour l'extraction du cuivre en mine. Donc c'est un point d'histoire important. Et quand on visite justement les anciennes mines de cuivre du Tillot, on voit ces traces-là, puisque les mines ont été parfaitement conservées, comme on le disait, abandonnées en 1761 et jamais reprises. Donc l'histoire finalement s'est refermée, s'est emmurée. Alors moi je parle souvent de grotte Lascaux ou de grotte Chauvet de la Mine, mais c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que les archéologues, l'équipe de Francis Pierre de la Sésame, lorsqu'ils sont arrivés dans le milieu des années 80, ont mis le doigt finalement dans un patrimoine qui était resté figé. Et ça c'est complètement exceptionnel. Et donc dans la valorisation du site, on a eu à cœur justement de conserver ces vestiges-là qui sont encore écrits dans la roche,
et les visiteurs voient vraiment les traces laissées par les mineurs. Là, on ne parle vraiment pas de reconstitution, on est vraiment dans un patrimoine réel et historique. Oui. Et alors, on peut déambuler sur combien de mètres Alors, ça dépend de son degré de claustrophobie. Ouais, voilà. Donc, on a 2 petites mines qui permettent, sur 20 mètres, vraiment d'appréhender l'histoire globale, l'histoire des techniques, l'histoire de l'évacuation de l'eau, vraiment l'histoire minière telle qu'elle pouvait être à cette époque-là. Et on a une mine plus aventure, mais finalement, c'est la mine de la Rouge Montagne. C'est pour celle-ci souvent que les gens se déplacent. Où là, pendant 3/4 d'heure, on emmène les gens sous terre en les équipant avec casque et éclairage frontal. Et là, on peut vraiment dire qu'on est dans une visite immersive. Vraiment, on parlait de visite, d'expérimenter de nouveaux modes de visite, vraiment avoir une nouvelle découverte. Là, c'est vraiment le cas, dans le cadre de cette mine-là. Qu'est-ce qui surprend le plus les visiteurs, peut-être, quand ils viennent ou quand ils finissent une visite Je pense qu'ils réalisent la dureté du travail. Parce que là, les mineurs creusaient dans un granit extrêmement dur au XVIe siècle. Donc même si on avait la poudre noire, l'outil de base, c'est la pointerole, le marteau. Et on se rend compte finalement qu'avec des outils très simples, des outils pas archaïques, mais presque, les mineurs ont fait des prodiges finalement. On creusait quasiment plus de 6 km de galeries. On sortit des dizaines de tonnes de cuivre de la mine, donc on se rend compte du savoir-faire de ces gens-là. Et je pense que c'est vraiment ce qui impressionne. Et puis le côté souterrain, forcément, bien sûr, parce que ça reste quand même extrêmement particulier. Alors il fait combien de degrés dans cette... Il fait entre 8 degrés, allez, on va dire, en moyenne 8 degrés sous terre. Donc il fait bon, on n'a pas le temps d'avoir froid, parce que c'est une visite un petit peu sportive, il faut bouger, déambuler, se contorsionner, donc généralement les gens n'ont pas froid, on les voit visiter en t-shirt en période, absolument. Et en hiver il fait doux. Voilà, c'est l'avantage. Donc, on a une mine climatisée, tempérée. Voilà. Est-ce qu'on fait toujours des recherches sur le passé, sur ces mines ? Oui, absolument, ça continue. Donc, l'équipe, justement, de la Sésame et de Francis Pierre, qui a débuté les fouilles dans le milieu des années 80, est toujours présente. Une campagne de fouilles s'est justement déroulée encore cette année. Les hautes mines, c'est un site qui reste vivant dans la recherche et dans son fonctionnement. On essaye de faire évoluer, justement, le site en suivant les pistes mises à jour par ces travaux de recherche. D'accord. On ne saura peut-être jamais tout. J'imagine qu'il y a encore tellement de choses à... On ne saura sans doute jamais tout, mais c'est le cas de beaucoup de sites à vocation archéologique, de grands. On apprend justement à les connaître, on apprend les particularismes, mais voilà, c'est important d'avoir toujours une part de mystère. Bien. C'est peut-être ce qui fait l'émulation et ce qui donne envie de continuer la recherche. Toujours, c'est ça. Absolument. Alors, du côté de Grand, justement, les recherches, on n'ira jamais au bout, mais il y en a encore qui ont été faites cet été, c'est ça, Thierry ? Oui, tout à fait. Dans le cadre du projet collectif de recherche que nous menons, avec une vingtaine de chercheurs d'horizons divers. On a eu la possibilité donc cet été de réaliser un sondage sur le rempart. Donc c'est Pierre Feutet de Aicle Archéologie qui l'a mené. Et un autre sondage que j'ai dirigé donc au niveau d'un bâtiment qu'on ne sait pas encore tout à fait interpréter à proximité de la basilique romaine. Donc tout ça, effectivement, livre des éléments, un puzzle pour des sites qui ont encore effectivement beaucoup de secrets à livrer. Alors cet amphithéâtre, justement, il est très visité, on l'a dit, avec des visites thématiques aussi. On parlait de nouveaux publics, des spectacles aussi. Et toujours l'occasion de découvrir un lieu qui est chargé d'histoire. Qu'est-ce qu'on apprend aux visiteurs dès qu'ils viennent découvrir ce lieu en quelques mots, en quelques phrases ? On essaye de lui expliquer le côté dimensionnel qui est assez exceptionnel dans la mesure où effectivement c'est ce qui frappe le visiteur. Ce sont les gabarits de ce monument. On est dans un village, il y a un contraste énorme entre un village aujourd'hui donc de quelques centaines d'habitants et puis cette ville. Alors était-elle peuplée de 15 000, 16 000, 20 000 habitants? On ne sait pas exactement. Et puis ça a pu varier aussi en 5 siècles. Mais en tout cas, voilà, on essaie d'introduire le public à toutes ces questions. Là aussi, comme on l'évoquait tout à l'heure pour le Tillot, pour le faire rentrer vraiment dans la démarche de la recherche de l'historien. D'accord. Et en quelques grandes dates, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur l'amphithéâtre pour resituer un petit peu, pour donner envie de venir en découvrir davantage? Alors, il a été construit à la fin du 1er siècle. Bon, c'était un monument aussi qui défiait un petit peu l'architecture, les lois de l'architecture, parce qu'il est énorme. Donc, on avait 20 à 25 mètres de hauteur d'élévation. Et donc, ce monument, il a sans doute subi des réparations, parce qu'on pense que certaines parties se sont effondrées. Donc, sans doute au 2e, 3e siècle, on a des réparations, sans doute encore au début du 4e siècle. Donc finalement, un monument qui a vécu sans arrêt et un monument donc, qui a fait l'objet aussi d'embellissements.
Alors, on parle souvent de l'amphithéâtre, mais à Grand, il y a aussi la mosaïque qui est à visiter. Là aussi, c'est encore un lieu où il y a plein d'histoires, plein de choses à découvrir. Un lieu qui est tout autant visité que l'amphithéâtre, ou est-ce qu'on sent vraiment... Alors, c'est vrai que d'un point de vue topographique, le visiteur commence souvent par l'amphithéâtre, mais on lui propose donc un billet double, hein, donc qui permet d'aller voir la mosaïque. On a aussi mis en place un parcours de découverte pour l'ensemble du village. Donc la mosaïque fait partie, avec l'amphithéâtre, maintenant, d'une découverte beaucoup plus globale que le public peut s'approprier, en dehors même des horaires d'ouverture. On va dire un petit mot sur Don Rémy, puisque le temps passe, il nous reste quelques minutes. Don Rémy, le centre d'interprétation a été remanié il y a l'année dernière, il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans maintenant. L'idée, c'était là, comme on disait tout à l'heure, d'avoir une visite plus immersive, d'amener plus le visiteur à être acteur de sa visite. Voilà, aller vers quelque chose de plus interactif, plus en phase aussi avec les préoccupations d'aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'on a souhaité recentrer le discours sur l'enfance de Jeanne d'Arc, c'est complètement légitime, à Don Rémy, et puis avoir quelque chose de varié avec des supports multimédia, avec du numérique, mais aussi des manipulations, des mises en scène, là aussi pour aller vers une visite immersive. D'accord, donc le centre d'interprétation, la maison natale, il y a beaucoup de choses à faire dans le coin, dans l'ouest vosgien. On n'en parle peut-être pas assez. Alors je propose qu'il nous reste quelques minutes, on fait une petite pause, on fait le quiz, et puis ensuite on se retrouve juste après le quiz pour parler des journées du patrimoine en quelques mots, et puis des projets. C'est l'heure de la vie en Vosges, le quiz. Deux questions, on ne change pas. Pas de questions pièges normalement. Alors la première, il n'y a même pas de réponse possible. Je suis très sympa pour commencer. C'est bien. Première question, je vais vous proposer plusieurs mots. Vous allez me dire si ça vous dit quelque chose. Si je vous dis avancée, feu, champion, Rome en un jour et western, est-ce que ça vous fait penser à quelqu'un ou quelque chose? Dans l'actualité... Dans l'actualité. Alors, avancée, feu, champion, Rome en un jour, vous le rajoute, c'est l'indice supplémentaire, et western. Alors, je peux vous aider, on cherche une personne, une femme, une Vosgienne, une spinalienne. Je sèche. Alors, elle est auteure. Elle est auteure. Ah, je vais devoir vous aider. Elle a sorti un livre, un roman, son dernier c'est donc western. Et donc, je vais vous aider. Il s'agit de Maria Pourchet. Maria Pourchet, qui est l'auteure spinalienne, qui a sorti son dernier roman à l'occasion de la rentrée littéraire, il y a quelques jours. Il s'agit de western, et puis les autres, donc Avancée, Feu et Champion, étaient quelques-uns de ses autres romans. Deuxième question, vous allez vous rattraper, j'en suis sûre. Essayez de faire mieux. Ah, il y a des propositions de réponse. Équipement sportif classé au monument historique, on l'appelle aussi le Deauville de l'Est. Est-ce qu'il s'agit de l'hippodrome de Vittel, du stade de la Colombière à Épinal, ou est-ce qu'il s'agit du palais omnisport Joseph Claudel à Saint-Dié-des-Vosges? J'aurais volontiers dit l'hippodrome. Ah, j'hésite avec le palais omnisport de Saint-Dié. Alors... Ça va être le stade. Eh bien non, il s'agit bien de l'hippodrome qui fait partie intégrante de l'histoire de la cité thermale vosgienne. Les tribunes 1900 sont classées au monument historique. Voilà pourquoi l'hippodrome est aussi appelé le Deauville de l'Est. C'est en juillet 1904 que l'hippodrome a vu le jour grâce à la Société Générale des Eaux et puis bien évidemment sous l'impulsion de son président Jean Boulommier. Voilà, un monument qui sera... Le site sera également à visiter pendant les journées du patrimoine. Et en parlant de sport et de patrimoine, ça nous permet de rebondir sur les journées du patrimoine qui auront d'ailleurs pour thème cette année patrimoine vivant et patrimoine du sport, les 16 et 17 septembre prochains. Qu'est-ce qui sera possible de faire aux Hautes Mines du Thillot, Sébastien? Alors, Hautes Mines du Thillot, on va ouvrir gratuitement donc la visite des anciennes mines de cuivre ainsi que du musée. Et exceptionnellement également, nous proposerons la visite de la Galerie des Arts, donc une galerie classée monument historique qui appartient à la commune de Fraisse-sur-Moselle, mais avec laquelle on travaille depuis quelques années. Et c'est une galerie qu'on ouvre très rarement. Honnêtement, une fois par an, mais c'est une galerie très intéressante. Elle est très complémentaire des mines thillotines, puisqu'elle permet en 60 mètres vraiment de découvrir tout le panel, toute l'avancée des techniques de percement utilisées au Thillot. Parce que les mines thillotines permettent vraiment d'appréhender toutes les techniques de percement utilisées à cette époque-là, justement de la pointerole à la poudre noire que vous évoquiez. D'accord. Et cette galerie-là permet justement de le découvrir, avec une petite marche d'approche d'une 40aine de minutes qui permet de découvrir le patrimoine forestier et les vestiges de surface.
On allie le tout et ça fait une bonne sortie. Absolument. Donc ce sera le 16 et le 17, les 2 jours, c'est proposé Les 2 jours, absolument. Alors sur réservation, Bien c'est sûr. préférable parce que les galeries ne permettent d'accueillir qu'un nombre limité de personnes. Forcément. Surtout justement la Galerie des Arts où péniblement on arrive à amener 8 à 10 personnes D'accord, donc il y aura du fait plusieurs, de l'exécuté des lieux. Donc c'est mieux effectivement de réserver avant. Ok, le message est passé. Du côté des sites du département, alors j'imagine qu'il y a beaucoup de choses, mais en quelques mots, Thierry, dites-nous. Alors, on aura à Grand et Domrémy une offre, effectivement, comme chaque année, et en particulier donc, pour le MUDAC, puisque voilà, on sera sur le dernier week-end, évoqué tout à l'heure. Donc, on aura un spectacle assez exceptionnel qui s'appelle Morphose, donc du vidéomapping, avec donc quelque chose permettant de revisiter complètement les collections, donc une façon de les redécouvrir ou découvrir une dernière fois avant la fermeture de l'établissement. Eh bien écoutez, on viendra voir tout ça. Il faudra revenir pour parler des prochains projets d'agrandissement peut-être, Sébastien. On a effectivement plusieurs fers au feu en ce moment, donc moins avancés que le projet du MUDAC, mais quand même sur des pistes bien solides maintenant, donc de développement d'un circuit hydraulique et de la préservation, de la conservation de 2 maisons de cadres miniers, fouillées, donc des maisons du XVIe siècle, donc qui vont être protégées avec un circuit de découverte justement, et un projet également d'agrandissement du musée. Donc là, on rejoint le MUDAC. Oui. Bon, il y a de quoi faire. Alors on vous réinvitera pour nous parler avec de plaisir. tout ça. Merci à tous les deux d'avoir été Merci sur à notre vous. plateau. Merci à Jérémy et toute son équipe pour la première de la saison. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. N'oubliez pas qu'on est disponible et à regarder toute la semaine notre journal de 18h. À très bientôt sur Weshile.